Alors que le soleil pointait à peine à l'horizon d'Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré prit une décision impulsive. Ce matin-là, s'écartant de son programme officiel, qui comprenait des rencontres avec des ministres, il ressentit un besoin irrépressible d'établir un contact direct avec la population. Sans en informer son équipe de sécurité habituelle, il fit part de son intention de se rendre à l'hôpital national Yalgado Ouedraogo, l'un des plus importants centres de soins du pays. Un président doit constater par lui-même la réalité vécue par son peuple, déclara-t-il à son directeur de cabinet, qui tentait de le dissuader. Comment puis-je prendre des décisions éclairées depuis mon bureau sans connaître les conditions réelles dans lesquelles vivent les Burkinabés? Ibrahim Traoré arriva à l'hôpital à bord d'un véhicule ordinaire, accompagné seulement de 2 gardes du corps discret. Il portait une tenue traditionnelle burkinabé, dénuée de l'ostentation coutumière des visites officielles. À son arrivée, le directeur de l'établissement, averti à la dernière minute, l'accueillit avec une nervosité palpable. « Monsieur le Président, nous sommes honorés. Si nous avions été prévenus plus tôt, nous aurions pu préparer. C'est précisément pour éviter toute mise en scène que je suis venu ainsi. » L'interrompit doucement Traoré. « Montrez-moi l'hôpital tel qu'il fonctionne au quotidien. » Les couloirs étaient encombrés. Des patients attendaient, assis sur des bancs rudimentaires, voire directement sur le sol. Certains le reconnurent immédiatement, leur visage s'illuminant de surprise. D'autres, absorbés par leur souffrance ou leur inquiétude, ne prêtèrent guère attention à cet homme qui passait. Ibrahim s'arrêta à plusieurs reprises, s'agenouillant pour parler à une mère tenant son enfant fiévreux, serrant la main d'un vieil homme dont les yeux se remplirent de larmes en reconnaissant son président. « Nous sommes avec vous », répétait-il à chaque personne. « Nous travaillons à améliorer tout cela. » Mais son regard ne pouvait ignorer la réalité crue qui l'entourait. Matériel médical obsolète, pénurie de médicaments, personnel débordé. La peinture s'écaillait des murs. Des gouttes d'eau tombèrent du plafond à certains endroits, formant de petites flaques sur le sol. Le docteur Ouattara, chef du service de pédiatrie, finit par se joindre à la visite. C'était un homme d'une 50aine d'années, dont le visage portait les marques de la fatigue, mais dont les yeux brillaient encore d'une détermination intacte. « Monsieur le Président, accepteriez-vous de visiter notre unité de soins intensifs? C'est là que nous accueillons les cas les plus graves, et aussi là que nos besoins sont les plus urgents. » Traoré acquiesça, suivant le médecin à travers un dédale de couloirs. Ils prirent un virage et, soudain, le président sentit son pied glisser sur une surface humide. Il vacilla légèrement, retrouvant son équilibre de justesse. « Attention, le sol vient d'être nettoyé », prévint une voix féminine. Ibrahim se retourna et aperçut une femme d'un certain âge, vêtue d'une blouse bleue délavée, tenant un seau et une serpillière. Elle gardait la tête baissée, visiblement embarrassée d'avoir failli provoquer la chute du président. « Veuillez m'excuser, monsieur », dit-elle doucement sans lever les yeux. « Ce n'est rien, madame. C'est moi qui ne regardais pas où je marchais, » répondit-il avec bienveillance. Il allait reprendre sa marche quand quelque chose dans l'attitude de cette femme, dans le timbre de sa voix peut-être, éveilla en lui une sensation étrange. Un frisson imperceptible parcourut son échine. Il s'arrêta, observant plus attentivement le visage partiellement dissimulé sous un foulard traditionnel. « Nous devrions continuer, monsieur le président », suggéra le docteur Ouattara, désireux de lui faire visiter son service. Mais Ibrahim demeurait immobile, comme figé dans le temps. Cette femme, ses mains marquées par le labeur, et toutes ces années, ce profil qu'elle persistait à éviter. Pourquoi lui paraissait-il aussi familier? « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il sans crier gare. La femme de ménage sembla déconcertée par cette soudaine attention. Elle releva imperceptiblement la tête, dévoilant un visage marqué par le temps, mais dont les traits avaient conservé une certaine délicatesse. « Je m'appelle Aminata, monsieur », répondit-elle d'une voix presque inaudible. Ce nom résonna dans l'esprit d'Ibrahim comme un écho venu de loin. Aminata, un nom si courant au Burkina Faso, et pourtant... « Merci, Aminata », dit-il simplement, incapable d'expliquer le trouble qui l'envahissait. Il reprit sa tournée, mais son esprit demeurait captivé par cette brève rencontre. Quelque chose dans ce visage évoquait des souvenirs enfouis, des bribes d'un passé presque effacé, une impression de déjà-vu qu'il ne parvenait pas à définir.
La visite officielle se poursuivit à travers les différents services de l'établissement hospitalier, mais l'esprit d'Ibrahim Traoré restait en partie ailleurs. L'image de cette femme de ménage, Aminata, continuait de le poursuivre comme une énigme surgie des profondeurs de sa mémoire. Il s'efforçait de se concentrer sur les explications des médecins, sur les requêtes du personnel soignant, mais ses pensées revenaient sans cesse à cette rencontre imprévue. Alors que le docteur Ouattara lui exposait les difficultés rencontrées par le service de maternité, Ibrahim aperçut de nouveau la silhouette d'Aminata qui s'éloignait dans un corridor voisin. Poussé par une impulsion inexplicable, il s'excusa auprès du groupe qui l'accompagnait. « Docteur, poursuivez la visite avec mon directeur de cabinet. Je vous rejoindrai dans quelques instants. » Sans attendre de réponse, il s'engagea dans le couloir, rattrapant rapidement la femme de ménage qui tressaillit en le voyant apparaître devant elle. « Pardonnez-moi de vous interrompre dans votre travail, Aminata, » commença-t-il d'une voix douce qui contrastait avec son statut présidentiel. « J'aimerais vous poser quelques questions, si vous le permettez. » La femme semblait mal à l'aise, ses mains se crispant sur le manche de sa serpillière. « Je n'ai rien fait de mal, monsieur le président, » balbutia-t-elle, la peur palpable dans sa voix. « Je le sais bien, » la rassura Ibrahim avec un sourire. « Dites-moi, depuis combien de temps travaillez-vous dans cet hôpital ?»« 23 ans, monsieur, » répondit-elle, les yeux toujours baissés. « J'ai commencé à travailler ici après avoir quitté mon village. »« Et de quel village venez-vous ?»« De Kolweogo, dans la province du Sint Matenga, au nord. » Cette réponse eut l'effet d'un choc électrique pour Ibrahim. Kolweogo. Le nom de ce village réveilla instantanément un flot de souvenirs. C'était précisément là qu'il avait passé une partie de son enfance après le décès de son père. Des images surgissaient maintenant avec une clarté saisissante. Des maisons en terre battue, l'odeur du mil qui cuisait, les champs, les femmes au puits. « Connaissiez-vous une femme nommée Fatimata dans ce village ?» demanda-t-il, le cœur battant à l'évocation de ce nom. Aminata releva la tête, ses yeux croisant pour la première fois ceux du président. Son regard exprimait une émotion profonde, un mélange de surprise et de reconnaissance. « Fatimata » murmura-t-elle. « Oui, je la connaissais bien. C'était votre mère biologique. » Ibrahim sentit sa gorge se serrer. « Vous nous connaissiez donc, ma mère et moi ?» Aminata hocha lentement la tête et des larmes commencèrent à perler au coin de ses yeux. « Je vous ai connu quand vous n'étiez encore qu'un petit garçon, Ibrahim. Vous aviez à peine 5 ans lorsque votre père est décédé. » Un silence chargé d'émotions s'installa entre eux dans ce couloir d'hôpital anonyme. Le temps semblait suspendu. Les bruits environnants, appels d'infirmières, annonces au parloir, conversations, paraissaient soudain lointains, comme appartenant à une autre réalité. Aminata reprit finalement « Ibrahim » d'une voix à peine audible. « Vos liens avec ma famille étaient-ils étroits ?» La dame essuya une larme furtivement, avec le dos de sa main, puis répondit avec simplicité « J'étais bien plus qu'une simple voisine, Ibrahim. » Toutefois, il se pourrait que cet endroit ne soit pas adéquat pour aborder ces sujets. Ibrahim saisit la justesse de ses paroles. Ce corridor d'hôpital, où une interruption était toujours possible, ne se prêtait pas à l'exhumation de réminiscences aussi intimes. Néanmoins, il ne pouvait se résoudre à laisser cette conversation inachevée. « Où résidez-vous désormais, Aminata ?»« Dans le secteur de Dapoya, monsieur. Une petite maison que je partage avec ma nièce. »« Non, je vous rendrai visite demain si vous y consentez. Nous pourrons alors discuter plus longuement, » déclara-t-il. Aminata sembla décontenancée par cette proposition. « Vous viendriez chez moi, mais ce n'est qu'une humble demeure, indigne d'un président. Ce n'est pas le président qui viendra, Aminata, » répondit Ibrahim avec douceur. C'est l'enfant de Kolweogo qui aspire à renouer avec son passé. Sur ces mots, il dut rejoindre le cortège officiel qui poursuivait la visite. Cependant, son esprit était ailleurs. Tout en écoutant d'une oreille distraite les explications concernant la pénurie chronique d'antibiotiques et de matériel chirurgical, une seule interrogation le hantait. Quel rôle cette femme avait-elle joué dans son existence? Pourquoi son visage lui apparaissait-il à la fois si familier et si mystérieusement essentiel? De retour au palais présidentiel en fin de journée, Ibrahim annula tous ses engagements de la soirée. Il s'enferma dans son bureau et déterra un vieil album de photographies, l'un des rares effets personnels qu'il avait conservé à travers ses nombreux déplacements, sa carrière militaire et son accession au pouvoir. Les clichés jaunis montraient une femme au sourire bienveillant,
sa mère Fatimata, tenant un jeune garçon par la main. Sur d'autres images, on discernait le village, les huttes circulaires, les arbres imposants sous lesquels les anciens se réunissaient. Mais nulle part Ibrahim ne retrouvait le visage d'Aminata. Il convoqua son aide de camp. « J'ai besoin que vous rassembliez toutes les informations disponibles sur une femme nommée Aminata, originaire de Kolweogo, qui travaille comme femme de ménage à l'hôpital Yalgado. » Discrétion absolue concernant cette requête. Cette nuit-là, Ibrahim eut un sommeil agité. Des bribes de souvenirs d'enfance refaisaient surface par intermittence, tels les fragments épars d'un puzzle incomplet. Il revoyait une femme qui lui fredonnait des berceuses, qui soignait ses genoux écorchés, qui lui contait des histoires à la lueur d'une lampe à pétrole. Était-ce sa mère? Était-ce Aminata? Les visages se chevauchaient, se fondaient dans le brouillard du passé. Le lendemain matin, Ibrahim Traoré s'éveilla avant l'aube. Sa décision était prise. Il irait rendre visite à Aminata, non pas avec le protocole présidentiel, mais en tant qu'homme ordinaire en quête de son histoire. Son aide de camp lui avait fourni un dossier contenant quelques informations basiques. Aminata Draogo, 63 ans, veuve, employée à l'hôpital depuis 1998, résidant effectivement dans le quartier populaire de Dapoya. Rien d'exceptionnel dans ce parcours, si ce n'est une constance remarquable dans un même emploi modeste. Il se prépara avec simplicité, optant pour une tenue civile discrète, un pantalon sombre et une chemise sobre. Seul son chauffeur et un agent de sécurité l'accompagneraient, sans les sirènes ni les escortes habituelles. « Monsieur le Président », intervint son directeur de cabinet lorsqu'il apprit son projet, « permettez-moi de vous rappeler que vous avez une visioconférence avec le président du Ghana à 11 heures. »« Reportez-la », répondit simplement Ibrahim. « Dites-lui que j'ai une affaire personnelle urgente. » La voiture présidentielle, dépourvue de tout signe distinctif, s'engagea dans les rues encombrées de Ouagadougou. Les embouteillages matinaux, les vendeurs ambulants, les écoliers en uniforme. Ibrahim observait cette vie quotidienne dont son statut l'avait progressivement éloigné. À travers la vitre assombrie, il contemplait de nouveau sa ville, sa réalité dénuée d'artifice et sincère. Ils arrivèrent enfin dans le quartier de Dapo, un labyrinthe constitué de ruelles étroites et d'habitations modestes. Le conducteur diminua sa vitesse en approchant d'une maison construite en parpaing et peinte en jaune clair, devant laquelle se trouvait un petit jardin où du linge séchait. « Nous sommes arrivés, monsieur », informa l'agent de sécurité qui avait localisé l'adresse. « Attendez-moi dans le véhicule », intima Ibrahim. « Je souhaite m'y rendre seul. » Il ouvrit le portail métallique, qui laissa échapper un crissement, et pénétra dans la cour. Une jeune femme était en train de laver des ustensiles de cuisine près d'un robinet extérieur. Elle se figea en identifiant le visiteur. « Bonjour », dit simplement Ibrahim. « Je cherche Madame Aminata Eraogo. » La jeune femme, trop surprise pour articuler une réponse, désigna du doigt la porte entr'ouverte de la maison. Ibrahim la remercia d'un mouvement de tête et se dirigea vers l'entrée. Il frappa délicatement contre le bois. « Entrez », répondit une voix familière. L'intérieur était simple, mais ordonné avec soin. Des meubles basiques, quelques photographies encadrées, des étoffes colorées disposées sur les fauteuils. L'atmosphère témoignait d'une certaine dignité, malgré la modestie des lieux. Aminata était assise près de la fenêtre, drapée dans un boubou traditionnel aux motifs ocre et bleu. Elle ne parut pas surprise de voir Ibrahim. « Je vous attendais », déclara-t-elle simplement. « J'ai préparé du thé. » Ibrahim prit place en face d'elle, dans un silence lourd de sens. Par la fenêtre ouverte, on pouvait entendre les sons du quartier qui s'animaient. Voix d'enfants, vrombissement de mobylettes, appel d'un vendeur ambulant. Aminata prit enfin la parole. « Ibrahim, depuis hier, je n'ai cessé de repenser à notre rencontre. Il y a quelque chose dans votre visage qui m'est familier, comme un souvenir que je n'arrive pas à reconstituer entièrement. » La vieille dame versa le thé dans 2 petits verres, ses gestes empreints d'une élégance paisible. « Les enfants oublient souvent, » dit-elle avec douceur. « C'est normal, hélas. Mais parfois le cœur se souvient de ce que l'esprit a effacé. » Elle se leva lentement, se dirigea vers une petite commode et en sortit une boîte en bois, marquée par le temps. Elle l'ouvrit et en retira un objet qu'elle tendit à Ibrahim, un petit bracelet d'enfant composé de perles colorées et de coris. « Vous portiez ceci autour du poignet, » murmura-t-elle.
C'était un cadeau de votre mère, Fatimata. Elle l'avait fait bénir par le marabout du village, afin de vous protéger. Ibrahim prit le bracelet dans ses mains, comme une relique sacrée. Des images se pressèrent en soudain dans son esprit, lui-même enfant, jouant avec ses perles, les comptant une par une pour trouver le sommeil. « Comment avez-vous ce bracelet » demanda-t-il, la voix rauque, sous l'effet de l'émotion. Aminata prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. « Lorsque votre mère, Fatimata, est tombée gravement malade, j'étais sa voisine et son amie la plus proche. J'avais perdu mon mari l'année précédente, et nous nous soutenions mutuellement dans nos épreuves. Lorsqu'elle a senti que la maladie allait l'emporter, elle m'a demandé de veiller sur vous. » Les larmes commencèrent à couler sur les joues d'Aminata, mais elle continua son récit. « Pendant près de 2 ans, je me suis occupé de vous comme de mon propre fils. Je vous préparais vos repas, je lavais vos vêtements, je vous racontais des histoires le soir pour vous endormir. Vous m'appeliez Maman Nina, parce que vous n'arriviez pas à prononcer mon nom complet. » Ibrahim sentit son cœur se figer. Maman Nina, ces 2 mots résonnaient comme une clé déverrouillant une porte longtemps close dans sa mémoire. Des souvenirs affluèrent soudain. Une femme au rire chaleureux qui le portait sur ses épaules, qui lui apprenait à identifier les oiseaux, qui soignait ses accès de fièvre avec des tisanes d'herbes amères, murmura-t-il, submergé par l'émotion. « Je me souviens de vous, Maman Nina. » Aminata lui adressa un sourire à travers ses larmes. « Après le décès de Fatimata, ton oncle paternel est venu te chercher. Selon la tradition, il estimait qu'un garçon devait grandir au sein de sa famille paternelle. J'ai plaidé pour que tu restes avec moi, mais je n'étais qu'une femme seule, dépourvue de pouvoir. Ils t'ont emmené en ville, et je n'ai plus jamais eu la permission de te revoir. » Ibrahim se redressa, incapable de retenir plus longtemps ses sentiments. Il s'agenouilla devant Aminata et saisit ses mains dans les siennes. « Vous étiez ma seconde mère, » déclara-t-il avec ferveur. « Comment ai-je pu vous oublier ? Vous étiez si jeune, » répondit-elle doucement. « Et les adultes vous ont probablement incité à m'oublier, à ne plus jamais parler de moi. C'est souvent ainsi que les choses se passent. Mais vous, comment avez-vous traversé toutes ces années ?» Aminata haussa légèrement les épaules. « J'ai quitté le village après ton départ. C'était trop pénible d'y rester. Je suis venu à Ouagadougou. J'ai trouvé cet emploi à l'hôpital. J'ai vécu simplement, en conservant ton souvenir dans mon cœur. Et puis, lorsque tu es devenu une personnalité publique, un militaire respecté, puis le président, j'ai suivi ton parcours de loin, en silence. J'étais si fier de toi. » Ibrahim, la gorge serrée, lui répondit. « Vous auriez dû vous manifester et dire « Bonjour, monsieur le président. Je suis la femme qui vous a élevé pendant 2 ans, quand vous étiez petit. Qui m'aurait cru? Qui m'aurait autorisé à vous approcher ?» Ibrahim saisit la justesse de ses paroles, le protocole, les mesures de sécurité, la distance que le pouvoir crée inévitablement. Tout cela aurait effectivement rendu une telle démarche impossible. « Mais le destin a voulu que je glisse sur votre sol fraîchement lavé, » dit-il avec un sourire voilé de larmes. « C'est la trace de chemin que nous ne comprenons pas toujours, » répondit simplement Aminata. Les heures s'évanouirent comme des minutes dans la modeste demeure d'Aminata. Ibrahim en oublia ses obligations présidentielles, ses réunions, les affaires de l'État. Assis dans ce salon sans prétention, il redevenait simplement un homme renouant avec un chapitre perdu de son histoire personnelle. Aminata avait déniché quelques photographies jaunies par le temps, des clichés du village, de Fatimata, et même 1 ou 2 où l'on pouvait distinguer un petit Ibrahim sur ses genoux. Ces images, précieusement conservées durant des décennies, constituaient son bien le plus précieux. « Chaque année, le jour de ton anniversaire, je préparais ton plat préféré, » confia-t-elle. « Du riz gras avec des morceaux de poulet. Je le partageais avec les enfants du quartier, en priant pour ta santé et ton bonheur. » Ibrahim était profondément touché par cette loyauté silencieuse déployée pendant toutes ces années. « Vous avez veillé sur moi à distance. »« Un lien de cœur ne se brise jamais vraiment, » répondit Aminata avec simplicité, « même lorsque les circonstances nous séparent physiquement. » La nièce d'Aminata, qui s'était discrètement éclipsée à l'arrivée du président, revint avec un plateau garni de nourriture. Du thau, une pâte consistante à base de mil, accompagnée d'une sauce aux feuilles de baobab. Un repas simple et authentique qui rappela instantanément à Ibrahim les saveurs de son enfance. « Aminata m'a si souvent parlé de vous, » dit timidement la jeune femme. « Mais je pensais que c'était des histoires inventées pour se consoler.
Je n'imaginais pas que le président en personne viendrait un jour dans notre maison. Aminata adressa à sa nièce un regard empreint de tendresse. Fatou est comme ma fille. Sa mère, ma sœur cadette, est décédée il y a 10 ans. Nous nous soutenons mutuellement. Ibrahim se tourna vers la jeune femme. Fatou, sachez, votre tante a toujours été pour moi une figure maternelle, même si le temps a obscurci mes souvenirs. Elle a pris soin de moi durant mes moments de faiblesse et m'a offert l'affection dont j'avais désespérément besoin. Ils partagèrent leur repas dans une atmosphère chargée d'émotions et d'une profonde sincérité. Ibrahim écoutait Aminata, absorbé par ses récits d'enfance, sa chute dans le puits peu profond du village et son sauvetage par un voisin, son imitation du chant du coq au lever du soleil, son habitude de s'endormir en serrant une petite couverture bleue contre lui. Chaque anecdote réveillait des fragments de mémoire, reconstituant peu à peu la mosaïque de ses premières années. C'était comme si une part de lui-même, longtemps égarée, lui était restituée en cet instant. « Te souviens-tu des histoires que je te racontais » demanda Aminata. « L'histoire du lièvre qui trompait le lion » répondit spontanément Ibrahim, lui-même surpris par cette réapparition de souvenirs. « C'était toujours celle-là que tu me demandais » ajouta-t-il. Le visage d'Aminata s'illumina. « Tu t'en souviens vraiment ?» Tu insistais pour l'entendre presque chaque soir, même quand tu la connaissais par cœur. Ibrahim sourit, savourant cette connexion retrouvée avec son passé. Puis, son expression se fit plus sérieuse. « Aminata, pourquoi avoir continué à travailler comme femme de ménage pendant toutes ces années? N'aurais-tu pas pu trouver un emploi moins difficile ?» La vieille femme haussa légèrement les épaules. « Un travail honnête n'est jamais une source de honte, Ibrahim. J'ai élevé ma nièce. J'ai pu envoyer de l'argent au village pour aider ma famille. Je n'ai jamais eu besoin de mendier. Et puis, nettoyer un hôpital, c'est aussi une manière d'aider les malades, à ma façon. » Cette dignité simple toucha Ibrahim au plus profond de lui-même. Lui, qui avait gravi les échelons militaires, reçu les honneurs et exercé le pouvoir suprême, se retrouvait confronté à une leçon d'humilité et de noblesse d'âme. « Je voudrais faire quelque chose pour vous, » dit-il avec ferveur. « Vous ne devriez plus avoir à travailler si dur à votre âge. » Aminata le regarda avec une expression sereine. « Tu es revenu vers moi, tu m'as reconnu, tu te souviens. C'est déjà le plus beau cadeau que je pouvais espérer. » Ibrahim secoua la tête, ému mais déterminé. « Non, cela ne suffit pas. J'ai une dette envers vous, maman Aminata, une dette de fils envers sa mère. » Il réfléchit un instant, puis ajouta « Je ne veux pas vous imposer un changement de vie qui vous déstabiliserait, mais permettez-moi au moins d'améliorer votre quotidien, de vous offrir une retraite digne, des soins médicaux appropriés. Et je voudrais que vous puissiez me raconter encore ces histoires de mon enfance, que vous me parliez de ma mère, Fatimata. J'ai tant à réapprendre, tant à redécouvrir. » Aminata le considéra longuement, ses yeux remplis d'une sagesse tranquille. « Si c'est votre souhait, je l'accepte. Mais je ne veux pas de luxe, Ibrahim, juste de quoi vivre en paix avec Fatou et peut-être pouvoir retourner parfois au village pour y retrouver mes racines. » Ibrahim acquiesça, comprenant parfaitement cette modération. Il se leva et, dans un geste spontané, enlaça cette femme qui avait été sa seconde mère. Le parfum de son boubou, un mélange de beurre de karité et d'encens, éveilla en lui une cascade de souvenirs olfactifs. C'était l'odeur de son enfance, l'odeur de la sécurité et de l'amour maternel. Lorsqu'il quitta finalement la maison d'Aminata, le soleil commençait à décliner. Son chauffeur et son garde du corps, inquiets de cette longue absence, se redressèrent à son approche. « Tout va bien, monsieur le président ?» demanda l'agent de sécurité. Ibrahim regarda une dernière fois la modeste maison jaune où Aminata et Fatou se tenèrent sur le seuil pour le saluer. « Mieux que jamais », répondit-il. De manière simple, il avait retrouvé une facette de lui-même. De retour au palais présidentiel, Ibrahim s'enferma dans son bureau. Les appels en absence, les dossiers nécessitant une attention immédiate, les communications diplomatiques, tout cela lui apparut soudainement comme secondaire, comparé à la valeur de l'introspection qu'il venait de vivre. Il convoqua son secrétaire particulier. « Je souhaite la création d'une fondation, » annonça-t-il. « Une fondation qui mettra à l'honneur les femmes, à l'image d'Aminata Eraogo, celles qui éduquent, prennent soin, soutiennent, souvent dans l'ombre et sans reconnaissance aucune. » « Une initiative remarquable, monsieur le président, » approuva le secrétaire en prenant note. « Quel nom aimeriez-vous donner à cette fondation »
Ibrahim marqua un temps d'arrêt pour réfléchir. « Racines du cœur », répondit-il finalement, car ce sont ces femmes qui alimentent les racines invisibles de notre société. Cette nuit-là, Ibrahim sombra dans un sommeil profond et réparateur, comme il n'en avait pas connu depuis des lustres. Dans ses songes, il revoyait le village de son enfance, le sourire radieux de sa mère Fatimata et les mains protectrices d'Aminata, qui avaient guidé ses premiers pas dans la vie. 3 semaines s'étaient écoulées depuis les retrouvailles émouvantes entre Ibrahim Traoré et Aminata. Pendant cette période, le président avait fait préparer pour elle et sa nièce Fatou une maison confortable dans un quartier résidentiel de Ouagadougou. Rien d'ostentatoire, qui aurait pu mettre mal à l'aise la femme humble qu'elle était, mais une demeure digne et spacieuse où elle pourrait vivre ses vieux jours en toute quiétude. Ibrahim avait également veillé à ce qu'Aminata bénéficie d'une retraite anticipée de l'hôpital, assortie d'une pension confortable, lui assurant ainsi qu'à Fatou, de ne plus jamais connaître de difficultés financières. La directrice des ressources humaines de l'établissement, d'abord déconcertée par cette requête présidentielle concernant une simple femme de ménage, avait rapidement saisi qu'il s'agissait d'une affaire personnelle et avait traité le dossier avec la plus grande diligence. Mais Ibrahim souhaitait faire davantage encore. Ce matin-là, une voiture officielle vint chercher Aminata et Fatou à leur nouvelle adresse. La vieille dame, parée de son plus beau boubou aux couleurs du Burkina Faso, semblait visiblement nerveuse. « Où m'emmenez-vous » demanda-t-elle au chauffeur. « Au palais présidentiel, madame » répondit-il avec déférence. « Le président vous attend. » Fatou prit la main de sa tante et la serra affectueusement. « Ne t'inquiète pas, tantine, je suis persuadé que c'est une bonne surprise. » Lorsqu'elles arrivèrent au palais, Aminata fut surprise de constater la présence de plusieurs ministres, ainsi que de journalistes et de caméras de télévision. Ibrahim vint en personne l'accueillir à l'entrée, lui prenant les mains avec affection. « N'ayez crainte, Mame Nina », dit-il doucement, utilisant pour la première fois en public ce surnom affectueux de son enfance. Aujourd'hui est un jour particulier. Il la guida vers la grande salle de réception, où une 50aine de personnes étaient rassemblées. Parmi elles, Aminata reconnut avec stupéfaction des visages familiers, des anciens du village de Kolvogo, qu'elle n'avait pas revus depuis des décennies. Certains de ses collègues de l'hôpital et même le vieux marabout qui avait béni le bracelet de perles du petit Ibrahim. Une fois que tout le monde fut installé, Ibrahim Traoré prit place à un pupitre central. Aminata était assise à ses côtés, sur un fauteuil d'honneur. Les caméras de la télévision nationale retransmettaient l'événement en direct dans tout le pays. « Peuple du Burkina Faso », commença le président, d'une voix à la fois claire et empreinte d'émotion. « Je vous ai convié aujourd'hui pour témoigner d'une dette, à la fois personnelle et nationale. Derrière chaque dirigeant, derrière chaque homme ou femme qui sert son pays, il y a des personnes invisibles qui ont façonné son caractère, nourri son âme et lui ont inculqué les valeurs essentielles. » Il se tourna vers Aminata, dont les yeux brillaient d'une émotion contenue. « Cette femme que vous voyez à mes côtés, Aminata Edraogo, a été ma seconde mère lorsque ma mère biologique, Fatimata, est tombée malade. C'est grâce à elle que j'ai trouvé refuge, qu'elle m'a nourri, soigné et chéri comme son propre enfant. Par la suite, des événements nous ont séparés, mais le destin a orchestré une réunion inattendue lors de ma récente visite à l'hôpital Yalgado. Un frémissement d'émotion a traversé l'assistance, l'histoire commençant déjà à toucher les cœurs. Pendant près d'un quart de siècle, Aminata a exercé la profession d'agent d'entretien dans cet établissement hospitalier, menant une existence modeste avec dignité et courage. Jamais elle n'a cherché à tirer profit de notre lien passé, même après mon accession à la présidence. C'est cette humilité, cette grandeur d'âme, que je tiens à honorer aujourd'hui, non seulement son nom, mais aussi au nom de toutes ces femmes anonymes qui, à travers le pays, élèvent, soutiennent et construisent l'avenir dans l'ombre. Ibrahim dévoila alors une plaque commémorative où le nom d'Aminata était gravé, accompagné d'un texte célébrant son dévouement maternel et sa contribution discrète à la nation. Ensuite, il lui remit officiellement les clés de sa nouvelle demeure, ainsi qu'un document officialisant la création d'une pension à vie. Mais ce n'est pas tout, poursuivit-il. En hommage à Aminata et à toutes les mères adoptives, officielles ou non, qui prennent soin des enfants vulnérables dans notre pays,
J'annonce aujourd'hui la création de la Fondation Racines du Cœur. Cette institution aura pour vocation de soutenir les femmes qui élèvent des enfants orphelins ou en situation précaire, en leur offrant des ressources matérielles, mais aussi une reconnaissance sociale pour leur contribution essentielle à notre société. Les applaudissements résonnèrent dans la salle, tandis que le visage d'Aminata était inondé de larmes silencieuses. Ibrahim l'invita alors à prendre la parole. D'abord hésitante, intimidée par les microphones et les caméras, la vieille dame finit par se lever, ajustant son foulard traditionnel avec dignité. « Je n'ai pas les mots des gens instruits. » commença-t-elle d'une voix douce mais ferme. « Je veux simplement dire que l'amour ne connaît pas de frontières. Quand j'ai pris soin du petit Ibrahim, je n'ai pas pensé à l'avenir. Je n'ai pas imaginé qu'il deviendrait un jour le président. J'ai simplement aimé un enfant qui avait besoin d'amour. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots, puis reprit avec plus d'assurance. « Dans nos villages, nous avons un proverbe qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Chaque femme qui prend soin d'un enfant qui n'est pas le sien participe à cette tradition ancestrale. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai simplement suivi le chemin de nos ancêtres. » Puis, se tournant vers Ibrahim avec un sourire lumineux, elle ajouta « Je n'ai jamais cessé de croire que Dieu me permettrait de revoir mon fils. Aujourd'hui, mon cœur déborde de joie. Que Dieu bénisse notre président et notre pays. » Cette scène, retransmise en direct à la télévision nationale, toucha profondément la population burkinabé. En quelques heures, l'histoire d'Ibrahim et d'Aminata se répandit dans tout le pays, puis franchit les frontières, relayée par les médias internationaux. Ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite dans un couloir d'hôpital devenait un symbole puissant des valeurs familiales africaines, de la solidarité communautaire et de la gratitude filiale. Dans les jours qui suivirent, la Fondation Racines du Cœur reçut un nombre considérable de dons et de propositions de soutien. Des femmes de tout le pays, qui élevaient des enfants qui n'étaient pas les leurs, commencèrent à partager leurs histoires, créant un réseau de solidarité inattendu. Un mois après cette cérémonie, Ibrahim organisa un voyage officiel dans le village de Kolweogo. C'était la première fois qu'il y retournait depuis son enfance. Accompagné d'Aminata, il visita la modeste maison où il avait vécu avec sa mère Fatimata. Ensuite, il y eut ce moment où Aminata l'avait accueilli après sa convalescence, ce qui avait initialement intimidé les habitants du village par la présence du chef d'État, mais ils se sont progressivement détendus. Ibrahim s'installa sous l'immense baobab, captivé par les récits des anciens relatant son enfance. Certains se souvenaient encore de l'enfant turbulent, courant pieds nus dans la terre rouge et poussiéreuse. Une femme d'un certain âge, avec une timidité palpable, s'approcha d'Ibrahim et lui présenta un petit objet enveloppé dans un morceau de tissu. Il s'agissait d'une toupie en bois, sculptée de manière rudimentaire. « Tu l'as faite toi-même », expliqua-t-elle, « et tu étais tellement fier que tu l'as montrée à tout le village. Je l'ai gardée précieusement toutes ces années, dans l'espoir que tu reviennes un jour. » Ibrahim prit la toupie, submergé par l'émotion face à ce lien tangible avec son passé. Il la fit tourner sur sa paume, retrouvant instantanément le geste familier de son enfance. Aminata, assise à ses côtés, observait la scène, irradiant un bonheur paisible. Pour la première fois depuis des décennies, elle éprouvait un sentiment d'achèvement, une sérénité profonde. Le cercle était enfin bouclé. « Vous savez, » confia-t-elle à une journaliste qui l'interviewait, « la vie est comme une longue étoffe que nous tissons jour après jour. Parfois, des fils se brisent, des motifs s'interrompent, mais si l'on persiste avec foi, la beauté du dessin finit par se révéler. » Au crépuscule, alors que le soleil embrasait l'horizon dans un spectacle flamboyant de teintes pourpres et dorées, Ibrahim et Aminata s'assirent sur un banc devant la case restaurée qui avait autrefois abrité leur foyer. En contrebas, les enfants du village jouaient, leur rire s'élevant comme une douce mélodie vers le ciel qui s'obscurcissait. « Est-ce que cela vous dérange, si les gens commencent à m'appeler votre fils maintenant ?» demanda Ibrahim, sa voix empreinte de douceur. Aminata sourit, ses yeux reflétant une paix et une plénitude infinie. « Tu as toujours été mon fils, Ibrahim. Dans mon cœur, rien n'a jamais changé. » Ils restèrent ainsi, côte à côte, contemplant en silence le paysage intemporel de leur terre natale, unis par un amour qui avait transcendé le temps, l'oubli et les séparations. Un président et une ancienne femme de ménage
réunis par le destin dans une histoire qui touchait désormais le cœur de toute une nation. Et dans la brise légère du soir, il semblait que les esprits des ancêtres murmuraient leur approbation, célébrant cette victoire de l'amour sur les conventions sociales, de la mémoire sur l'oubli, de la gratitude sur l'indifférence. L'histoire d'Ibrahim et d'Aminata allait bientôt devenir une légende moderne du Burkina Faso, enseignée dans les écoles comme un exemple de la beauté des liens humains qui transcendent les barrières sociales et du pouvoir transformateur de la reconnaissance. Car, comme le disait souvent Aminata, avec la sagesse simple qui la caractérisait, ce n'est pas le pouvoir qui confère la grandeur à un homme, mais sa capacité à reconnaître ceux qui l'ont aidé à se tenir debout.